voilà, je suis partenaire chez Stratégienne. J'ai une carrière de 35 ans dans le monde du conseil et de l'industrie. En fait, j'ai commencé dans l'industrie, dans les produits de grande consommation. Et puis, voilà, le mail qui apparaît, c'est formidable. Et ensuite, dans le conseil pendant très longtemps, chez Bossard puis Gemini. J'étais patron de Capgemini Consulting. Je suis reparti dans l'industrie. J'ai même été, pour les besoins d'un client, directeur général par intérim de Petit Bateau à un moment donné. Donc, je connais un petit peu le textile. Petit Bateau est une marque que j'accompagne depuis 1993, donc ça date un peu maintenant. Et puis ensuite, je suis reparti dans le conseil. Je suis chez Oliver Wyman, puis après, pour développer la practice stratégie de PwC. Donc, PwC, c'était PricewaterhouseCoopers anciennement. Enfin, on a fait plus simple on a refait notre plateforme de marque. Voilà. Donc dans une équipe qui s'appelle Strategy N, qui est suite à une acquisition de Booz & Co. Donc, l'équipe de stratégie, c'est 150 consultants qui travaillent sur des problématiques de croissance, mais aussi plus opérationnelles. Et c'est aussi, en plus de ces 150 consultants, 40 consultants qui ne font que du développement durable. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai rejoint d'ailleurs PwC. C'est parce qu'il y avait cette formidable équipe avec laquelle je travaille énormément sur des problématiques d'économie circulaire, entre autres, mais pas que. Et c'est surtout sur des stratégies de marque, sur des positionnements, voilà, avec des entreprises à mission et d'autres. Donc voilà. Parfait. Alors justement, quand tu parles de positionnement, la crise du Covid, qui est avant tout une crise sanitaire, et également une crise économique, comment aujourd'hui les marques se repositionnent, notamment en termes de business? Oula, vaste question. C'est ce qu'on avait prévu. Ah bon, je ne me rappelais plus, c'est là. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que d'ailleurs, tout ce qui a été fort bien dit juste avant, c'est que tout ce qu'on vient de vivre tous ensemble, là, et qu'on vit encore, c'est un accélérateur de tendance. C'est-à-dire que toutes ces tendances de fond qui sont, un, la digitalisation, deux, la transformation vers une consommation plus responsable, si on fait simple, ce sont des tendances de fond. C'est-à-dire que c'est des tendances qui existaient avant. On le voyait d'ailleurs assez bien dans les statistiques et les graphiques qu'Hélène nous a présentés juste avant. Ce sont des éléments sur lesquels la déconsommation, si je remonte même à 10 ans en arrière, sur les 10 dernières années, on a perdu 2% de consommation par an sur des biens, sur tout ce qui est bien de la personne. Et en particulier le textile, ce qui est quand même absolument colossal. Je parle de la France, simplement. Voilà. C'est absolument colossal. Le Covid, le confinement qui en a suivi, puisque bon, c'est pas le Covid en tant que tel qui a fait déconsommer, mais c'est bel et bien la situation sanitaire, le confinement, le reconfinement actuel, etc., a transformé et a accéléré ces tendances-là. Donc vers une consommation plus responsable, vers effectivement un chiffre de pouvoir d'achat vers des objets, une consommation plus centrée sur le besoin finalement que sur le plaisir. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Alors, moi, j'ai plus une interrogation là-dessus. Je veux dire, est-ce que c'est véritablement durable ? Probablement, il en restera toujours quelque chose. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on retrouvera nos libertés, et je pense à la fois aux enseignes, aux marques, aux commerçants, mais aussi aux consommateurs, il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas aussi cette envie de partager, de se faire plaisir, de faire plaisir à son entourage, et donc retrouver des achats plaisir qu'on a un petit peu perdus sur cette année. Par contre, pour poursuivre dans ta question, je pense que tout cela change de façon un peu drastique toutes les chaînes de valeur. C'est-à-dire que, en fait, les entreprises, les enseignes, elles se sont rendues compte que, évidemment, la transformation digitale, enfin, c'est pas un sujet, c'est au cœur du business. Et on a vu tout à l'heure, et moi j'étais très content de voir que les click and mortar reprenaient un peu de la part de marché dans l'e-commerce par rapport aux pure players ou aux VADistes. Les VADistes, c'est les gens qui faisaient de la vente à distance, de la VPC, parce que je crois qu'il y avait une question qui était là-dessus. Oui. Voilà, donc ils reprennent de la part de marché, tout simplement parce que ça fait longtemps aussi qu'ils se sont transformés. Mais aujourd'hui, ils ont travaillé leur parcours client, ils ont travaillé leur expérience client, à la fois physique et digitale, pour qu'elle soit plus fluide,
plus forte et plus compacte. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça amène, il faut qu'on soit exemplaire sur tout. À partir du moment où on a un site e-commerce, il faut qu'on on soit pas embouteillé comme on a pu l'être sur les biens food, en particulier au premier confinement, et maintenant sur les biens non-food, d'ailleurs sur le deuxième confinement, parce qu'on voyait bien que dans le premier confinement, on ne sortait pas, il fallait s'alimenter, et donc tous les sites, que ce soit la GSA, mais également les sites spécialisés ont été embouteillés, c'était assez compliqué, et maintenant on trouve la même chose sur les sites d'e-commerce de biens durables. Donc voilà, donc la supply chain se transforme, il faut fabriquer au plus juste, fabriquer des produits de qualité, parce que je pense que quand on dit durable, responsable, on veut avant tout des produits de qualité, et je pense que les marques, et ceux qui ont une valeur de marque, ce que disait d'ailleurs tout à l'heure Hélène, dans ces schémas qui ont une valeur de marque forte, qui ont ça au cœur de leur ADN, sortent gagnants. Il y aura des gagnants et des perdants, forcément. Ceux qui avaient déjà pris le pli vont accélérer leur transformation, et ils l'accélèrent aujourd'hui. Si on voit les missions que nous avons, on accélère la transformation à proprement parler. Et ceux qui en sont effectivement restés sur des valeurs prix, des valeurs low cost, etc., et qui n'ont pas suffisamment transformé aussi leur mode de distribution ou leur supply chain, se trouveront pénalisés. Très clair. Aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner aux marques de mode pour s'adapter dans ce moment si spécial? Alors, il y en a plein de conseils. Non, mais moi, je travaille beaucoup sur les problématiques de ce que j'appelle moi de marketing stratégique. Donc, plateforme de marque, canaux de distribution, politique de prix, etc. Donc, effectivement, il faut jouer avec l'ensemble de ces ingrédients de façon forte. Ce qu'il faut surtout, c'est travailler sa marque. Hélène le disait tout à l'heure, je pense que travailler sa valeur de marque, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on achète une marque A, une marque B, une marque C, et la valeur de marque, c'est quoi? C'est ce qu'elle s'est construit avec le temps, avec parfois ses fusions, parce que souvent des entreprises se sont construites par aussi acquisition, par ses dirigeants, par ses équipes dirigeantes, parce qu'elle a su porter sur le marché en termes d'offres produits. Bien évidemment, c'est d'abord en particulier dans le monde du prêt-à-porter, l'offre produit, le style, est un marqueur extrêmement fort d'une marque. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on vend d'abord des produits et ensuite on les porte, by the way. Évidemment, avec le niveau de qualité qui est attendu, dans le niveau de prix que l'on souhaite toucher, puisqu'il y a évidemment dans le textile, entre l'entrée de gamme, le mastige ou le premium, on l'appelle comme on veut, ou le luxe, là vous vous adressez à différents types de clientèle. Et d'ailleurs, un même client peut être consommateur sur ces 3 ou 4 segments de marché en même temps, suivant le moment du jour ou de la nuit auquel il s'habille. Donc, il faut s'adresser à ça. Donc, travailler sur sa valeur de marque, travailler sur son portefeuille de produits. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que justement, comme on est passé peut-être un peu plus vers un achat besoin, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des profondeurs de gamme qui ne le justifient plus. Voilà. Et après, on se retrouve avec des stocks, des invendus, et ça court à la catastrophe. En plus, ça a une empreinte environnementale catastrophique d'avoir des stocks. Donc, c'est économique, pas bon. 2, sur un plan évidemment environnemental, très mauvais. Donc, la crise a permis de se dire finalement, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Est-ce que j'ai besoin d'offrir toute cette profusion de produits qui tournent plus ou moins bien? Bien sûr, il faut que j'ai une profondeur de gamme, il faut que j'ai le choix. Il faut que si le chaland vient chez moi, que ce soit sur des sites e-commerce ou que ce soit des sites physiques, il faut qu'il ait le choix. Mais il faut que ce soit le bon choix. Donc, retravailler ses gammes, c'est aussi un deuxième axe de travail. Et puis après, évidemment, travailler ses politiques de prix. Moi, j'appelle ça le fair price, donc le bon prix pour le bon niveau de positionnement et le bon niveau de qualité produit. Voilà, et avec les bons canaux de distribution. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Et Hélène le disait encore tout à l'heure, évidemment, vous devez être tous physique et digital, ou alors que digital, et c'est plus une option. Le click and collect, par exemple, ce n'est plus une option.
c'est quelque chose de indispensable. Même le petit commerçant du coin, il devient click and collect avec son SMS quelque part. Voilà. Pascal, si je peux me permettre, il y a quelques semaines, j'avais une discussion sur la digitalisation et notamment sur les jeunes marques ou sur les marques qui viennent sur le digital maintenant. Ils me disent, OK, mais en même temps, tout le monde est dessus au même moment. Le niveau monte d'un coup. Ils ont peur d'être noyés, en fait. Et donc, ma question à ce moment-là, c'est que c'est comme le tour des vacances. On prend tous la même direction, c'est-à-dire la digitalisation. Comment on fait pour se démarquer sur des gens qui sont effectivement pas forcément digital natives? Comment ils vont faire pour naviguer parce que là, ils n'ont pas le choix, c'est ce que tu es en train de dire. C'est l'expérience client. C'est tout ce qui touche l'expérience client. Dès que vous rentrez sur un site, c'est un point de contact. C'est comme quand vous rentrez dans un magasin, vous êtes plus ou moins accueilli. Vous sentez qu'il y a effectivement quelque chose, un environnement qui vous plaît. C'est pareil sur un site. Un site e-commerce, il y a l'efficacité de la visite jusqu'à la transaction. Donc voilà. Mais il y a aussi le plaisir de se balader sur ce site. C'est toute expérience client, c'est tout ce qu'on travaille avec ce qu'on appelle les UX designers. Enfin, tous les gens qui nous écoutent on est bien habitués de tout cela. Il y a des agences qui existent. Nous avons d'ailleurs nous-mêmes chez PwC une agence qui s'appelle Experience Center, qui travaille que sur ces sujets-là, pour retravailler en permanence l'expérience client. Et j'ai envie de dire, les derniers arrivés, en général, c'est plutôt les mieux servis, parce qu'ils bénéficient plutôt des erreurs des autres, en toute logique. En tout cas, s'ils sont bien conseillés. Donc oui, non, il y a aujourd'hui, on navigue tous avec nos tablettes, avec nos portables. Et demain, avec la 5G, je veux dire, c'est quelque chose qui va devenir extrêmement rapide et facile. Et d'ailleurs, il va falloir que les sites e-commerce, et notamment ceux qui sont en mobile, intègrent cette dimension technologique, puisque la 5G va vous permettre de faire beaucoup plus d'autres choses, et de rentrer dans une relation, et pas simplement dans la transaction, mais rentrer dans une relation entre le consommateur, sa marque, et son site e-commerce. Très clair. En même temps, moi, si j'ai bien compris, aujourd'hui, la marque, elle doit faire tout en même temps, accélérer effectivement sa digitalisation, réduire ses stocks et devenir plus verte. Ouais. C'est très à la mode. Vous savez, le en même temps, moi, c'est ça, il paraît. C'est quand même depuis 2017, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez fort. C'est tendance. C'est tout en même temps. Il faut faire effectivement en même temps tout ça, mais c'est un peu normal. Enfin, tout s'accélère. Je veux dire, tout ce que l'on vit montre une accélération phénoménale. Je veux dire, grâce aux technologies. Et je pense que la fin, pour moi, c'est quand même, mais c'est peut-être un point de vue qui est très personnel, mais la fin pour moi, c'est quand même de faire en sorte qu'on ait un commerce qui soit plus durable, plus équitable, plus juste des équilibres entre nord, sud, est, ouest, etc. Voilà. Et d'apporter les bonnes réponses. Les bonnes réponses, ça ne veut pas dire apporter une réponse triste. Et d'ailleurs, moi, il y a un terme, vous voyez, il y a un terme, par exemple, dans cette profession, on utilise un terme, alors je veux mettre les pieds dans le plat exprès, qu'on appelle la mode responsable. Oui. Moi, j'aime pas ce terme-là. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai créé ma première boîte dans le développement durable en 1999. Mais j'aime pas ce terme-là. Pourquoi? Parce que la mode, c'est un mouvement. La mode, c'est une tendance. Et d'ailleurs, on parle ça bouge en permanence. Et d'ailleurs, on parle de la mode des années 80, la mode des années 90, la mode des années 2000, etc. Et c'est tant mieux. Et c'est formidable. C'est pour ça que la mode existe. Et responsable, c'est très bien. Alors, mais c'est trop statutaire. Voilà. Je préférais, vous voyez, la mode militante. Parce que quand on est dans la mode, on y milite. On milite pour quelque chose qui est beau, on milite pour quelque chose qu'on a envie de porter, on milite pour quelque chose qui fait se faire plaisir, et on peut militer aussi pour des fibres plus responsables, mais on est militant. Voilà. Je préférerais militant à responsable, si j'avais une petite valeur ajoutée à ajouter à ce beau débat. C'est très clair. Imaginons que je suis une jeune marque ou je suis un jeune entrepreneur. C'est quoi les conseils que tu pourrais me donner en ce moment? Je le redis, incertain, compliqué. Voilà, j'ai envie de créer ma marque parce que nous, on a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont là. Qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Non, non, moi, au contraire, enfin, parallèlement, je dirais, à mes activités de partenaire, j'accompagne, d'ailleurs, j'ai été un créateur moi-même il y a 20 ans d'une start-up et j'en accompagne toujours. Je suis au bord de 4 start-up, donc Super. je ne suis pas Mhm. complètement absent de ce débat. Moi, je leur dis, allez-y. Ce qu'il faut d'abord, surtout, c'est d'avoir un esprit d'entrepreneur. C'est pas forcément d'ailleurs d'avoir la meilleure idée, mais c'est surtout d'être capable de bien l'exécuter. L'exécution, c'est ça qui fait la différence. Vous allez séduire un client par votre concept, votre marque, vos produits, etc. Mais le plus fondamental, c'est bien le servir. Si vous voulez le garder, il faut d'abord bien l'exécuter. Et plus vous l'exécuterez, plus le bouche à oreille marchera bien. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, ça va très vite, et tant mieux. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est être très, très précis dans l'exécution pour pouvoir alors raisonner, oui, la mode raisonner, oh, raison, oui, j'aime moins raison, vous voyez, parce que moi j'aime bien le côté un peu foufou là du militant. Le militant, c'est engagé. Mais alors, justement, comme tu parles de ça, tu as Annick et Catherine Doria qui t'ont dit bravo sur la mode militante. Elles ont adoré. Ah ben voilà. Tu as fait deux adeptes. Ouais, déjà, bon, bah, pour faire un mouvement, il faut commencer par être plus qu'un, donc déjà trois, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Je vais peut-être prendre une question dans le chat, puisqu'il y a Mariette qui te demande est-ce que investir dans le développement de points de vente physiques a encore un intérêt pour une marque? Oui, 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 je pense que d'ailleurs, il y a quand même des pure players du digital qui viennent au physique. Donc, s'ils viennent au physique, c'est qu'à un moment donné, dans l'expérience client, le physique apporte quelque chose. Et c'est d'autant plus vrai dans le prêt-à-porter que dans le prêt-à-porter, le regard de l'autre sur ce que vous allez porter est fondamental. Puisque, bon, évidemment, sauf si on veut porter que de la toile de jute, mais si on veut se faire plaisir, ou qu'on fasse plaisir à ses enfants, hein, moi j'étais en tant que petit bateau, évidemment, je suis très, très attaché aux vêtements pour enfants, mais on a envie non seulement que son gamin il soit bien dans ses vêtements, mais aussi qu'il soit beau et que vous soyez fiers de lui. Mais c'est pareil pour n'importe quel truc. Et donc, l'intérêt du point de vente physique, c'est que vous avez des vendeurs, des vendeuses qui vont pouvoir, évidemment, faire leur métier de vendeur, mais ils vont aussi vous dire ouais, ça vous va mieux, ça vous va bien, etc. Cette couleur, votre teint de peau. Et donc, c'est évidemment fondamental. Ça serait terrible. Oui, vous imaginez, pouvoir aller faire du shopping dans un magasin. Non, mais non, non, il faut des magasins. Peut-être qu'il y en aura moins. Peut-être qu'avec des tailles différentes. Peut-être en jouant aussi sur les technologies, hein, puisque ça peut nous permettre de ne pas étaler toute la gamme en magasin, mais d'avoir des points de contact qui vous permettent de parcourir l'ensemble de la gamme, sans forcément qu'elle soit toujours présente. Mais bien sûr qu'il en faut. Parfait. Je prends une question de Dominique qui te demande pour réussir, les petits commerçants doivent avoir une présence en ligne de qualité qui soit une expérience client. Les pouvoirs publics offrent des primes pour que ces commerces créent leur site rapidement, avec un budget minime et sans phase de conseil. N'est-ce pas complètement contradictoire? Enfin, moi je sais pas si c'est contradictoire, mais en tout cas, moi, je me méfie toujours du pas cher. Moi. Et je me méfie toujours de la prime. Vous savez, c'est comme quand on vous dit, on vous appelle chez vous, on vous dit, voilà, il y a une prime pour refaire vos combles, ça vous C'est ça. coûter 0 euros. Moi, je commence à dire, oh là là, 0 euros, méfiance. Donc, je me dis déjà, il vaut mieux être bien conseillé. Il y a, tant mieux, et je trouve ça formidable d'ailleurs, honnêtement, ce que font les pouvoirs publics, parce que mine de rien, c'est quand même une situation, on ne peut pas connaître plus complexe. Mais d'arriver quand même à proposer des solutions à des commerçants qui n'ont pas forcément les moyens de faire cela ou le savoir, ben c'est tant mieux, c'est déjà un début. Mettre le pied dedans, et dans l'e-commerce, c'est déjà avoir une première expérience de vente à distance et ensuite l'améliorer. Dire, voilà, on apprend en marchant, donc il n'y a pas de mauvaise expérience. Il faut Euh, commencer. il faut commencer. Parfait. Tu as Sarah qui te demande l'offre fournisseur, entre parenthèses, atelier français, est-elle prête à accueillir cette mode militante? Oui, oui, non. Enfin, je pense que
Alors d'abord, il faut savoir que, bon, moi, ayant travaillé beaucoup chez Petit Bateau et travaillant beaucoup et ayant un cœur un peu, C'est pour ça que je voulais avoir voilà, ton avis. un cœur un peu troyen, j'ai tendance à dire, bah oui, il y a encore du savoir-faire. Venez à Troyes. Et d'ailleurs, Petit Bateau est prêt à accepter toutes les collections capsules que toutes les marques autour de cet écran sont prêts à leur proposer. Il y a encore, voilà. Non, ceci dit, blague à part, non, il y a un savoir-faire qui s'est perdu, mais il y a un savoir-faire qui existe toujours. Pour autant, le coût à la minute, comme on dit dans le C'est métier, ça, le coût à exactement. la minute, il est quand même beaucoup plus cher en France qu'il n'est ailleurs. Alors après, il y a des solutions. Je prends toujours ma marque préférée pour enfants, P&B. Bah, eux, il y a 30 ans, on a fait ce choix que d'aller développer des savoir-faire au Maroc. Mais c'est des usines de petits bateaux ou avec des partenaires exclusifs de la marque au Maroc. Et avec un transfert progressif qui s'est fait d'ailleurs du savoir-faire, de manière. Mais donc là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le nearshore, c'est-à-dire qu'on est proche C'est quand ça, même. nearshoring. Voilà, on est proche des lieux de consommation. Ça existe aussi pas mal en Tunisie, où il y a un savoir-faire très fort en Tunisie en confection. C'est vrai aussi dans certains pays d'Est. Donc voilà, donc on a quand même des moyens. Puis aujourd'hui, les moyens logistiques sont quand même nous permettent d'aller très vite. Voilà, pareil sur tous les outils digitaux de conception permettent de partager des fichiers très rapidement. Donc aujourd'hui, il faut voir, il ne faut pas être nationaliste dans le sujet. Il faut regarder qu'est-ce qui répond le mieux, qu'est-ce qui est le plus pratique et qui répond à des attentes consommateurs, à un besoin de service fort, un besoin de réactivité et un besoin de souplesse accrue. Très clair. Nouvelle question de TDS. Est-ce que est-ce que le responsable n'est pas la mode du moment? Tout le monde s'y met parce qu'il faut, parce on ne peut plus faire. C'est le responsable qui est à la mode. Comment faire la différence chez les acteurs entre une mode passagère et une action de long terme incontournable? Oui, alors là, je peux avoir compris toute la question, mais en tout cas, bon, c'est pas grave. Je vais répondre sur deux éléments tels que je peux l'interpréter. Je pense que c'est vraiment sur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mode responsable, de mode D'accord. durable. Est-ce Ouais. que c'est un phénomène de mode ou c'est vraiment quelque Alors, chose d'ancré? pour, pour, pour être tout à fait sincère sur le sujet et pour avoir discuté avec de nombreux dirigeants de secteur depuis sur cette année, parce que bon, voilà, je pense il y a un petit côté effet panique aujourd'hui. Comme les choses se sont arrêtées, d'abord, comme ça a été fort bien dit juste avant par Hélène, cette déconsommation, elle est durable, en particulier sur le textile et en particulier sur des pouvoirs d'achat élevés. Donc forcément, bah, on l'a ressenti, enfin toutes les marques ont le ressenti bien avant le confinement. Ça s'est accéléré et là tout d'un coup, il y a un coup, bon bah arrêt sur image, C'est ça. effet panique, what's going on, qu'est-ce que je dois faire. Alors, je vois Fashion Act qui a été fait à Biarritz, là, au G20 il y a 2 ans. Je vois ci, je fais ça. Je m'accroche à la bouée développement durable et je vais faire. Alors, je pense que il faut faire attention. Je pense que la mode reste la mode. Encore une fois, la mode, c'est un mouvement. C'est de la créativité, c'est du plaisir, c'est un art quelque part la mode. Donc il ne faut pas non plus dire, bah ouais, il ne faut pas rentrer dans l'excès inverse en disant, bah maintenant, je vais faire que des pantalons coupés pareil, qui sont green, qui utilisent de la fibre. Parce que la fibre recyclée, on en a parlé tout à l'heure avec la fibre orange, c'est très bien la fibre recyclée, mais en fait, ça n'a pas du tout la souplesse et la qualité et le confort que vous pouvez donner. Les fibres se cassent en fait. La caractéristique, c'est qu'une fois que les fibres ont été recyclées et retraitées, vous pouvez faire un certain type de choses, mais pas d'autres. Par exemple, je prends une start-up. Tiens, j'accompagne une start-up qui est une start-up que j'accompagne en Afrique, au Bénin, pour être tout à fait précis, qui veut faire des vêtements et aussi des accessoires avec de la fibre de banane ou de la fibre de palmier. Bon, c'est assez compliqué comme process à mettre au point, J'imagine, pour être ouais. tout à fait honnête. En fait, on a trouvé juste un benchmark qui existe aux Philippines, on n'a pas trouvé ailleurs, et c'est un peu complexe. Mais on ne peut pas arriver à un niveau, si vous voulez, dextérité, de souplesse du produit qui permette de faire tous les articles que cette marque voulait faire. Donc, on s'est rabattu sur des articles un peu plus rustiques, qui sont des beaux articles, by the way, mais qui sont des articles très authentiques, mais plus rustiques, mais qui n'ont pas
le même look and feel qu'un produit qui a été fait avec des fibres vierges. Très clair. On a quasiment fini. Je vais prendre une dernière question. Donc, de mode. Dans quel pays d'Europe les fournisseurs jouent le plus le jeu de développer les produits plus RSE, textile recyclé, packaging? Globalement, c'est qui le bon élève en Europe, en fait? Moi, je pense qu'on n'a pas à rougir des marques en France. Pour être tout à fait franc, je pense qu'on a beaucoup de belles marques. Même d'ailleurs, on est quand même, voilà, je pense qu'on est bien placé en tout cas sur ce plan-là, si on prend ce critère-là. Et d'ailleurs, on voit bien avec toutes les initiatives que toutes les marques ont pris, certaines ont été citées tout à l'heure et vous allez passer 2 jours à les partager. Je pense qu'évidemment, mais plus culturellement, les pays du nord de l'Europe, euh, notamment sur les sujets de packaging, si vous voulez, sur les sujets, voilà, ils ont intégré ça dans leur façon de vivre, mais c'est un peu leur façon de vivre aussi. Voilà, et d'ailleurs, ça a commencé dans l'ameublement avec par Ikea. Ikea était quand même des Suédois. Donc, bon, alors, on dirait peut-être pas forcément 100% durable, loin s'en faut, mais, mais, D'accord. mais, mais en tout état de cause, il y a un mouvement derrière. C'est pour ça qu'il y a un côté militant. Je reprends ce thème-là parce que c'est vrai. Et je pense qu'en France, on a cette capacité-là, peut-être plus que d'autres. Je pense qu'en Italie, on a un savoir-faire formidable. Bien sûr. L'Italie, c'est fabuleux, quoi. Mais on est peut-être fait moins d'attention sur ces dimensions-là, alors que je pense que beaucoup de marques françaises, beaucoup de distributeurs françaises ont pris cela à bras le corps, ont ça dans leur code génétique, peut-être plus que d'autres. Et c'est vrai aussi sur les marques de luxe. Moi, je travaille, je ne peux pas citer toutes les marques avec lesquelles je travaille, mais franchement, les marques de luxe ont aussi, depuis peut-être un peu plus récent, c'est peut-être 2-3 ans, alors que d'autres, ça fait plus longtemps, ont vraiment enfourché ce cheval de Troie pour en faire un élément fort et important de leur positionnement. Parfait. Pascal, merci beaucoup.